Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette première matinale de l'année, l'émission qui fait le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au nom de Radio KPMG, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2025. Santé, bonheur, réussite dans vos projets et fidélité à cette émission qui fête cette année ses 11 ans déjà. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Et je souhaite également à nos auditrices et nos auditeurs une très belle et heureuse année 2025. En ce mardi 14 janvier, Laurent, la France n'est toujours pas dotée d'un budget pour 2025 et cette situation génère de nombreuses incertitudes. Tout à fait Hélène, cette situation implique de nombreuses incertitudes, tant du côté des particuliers que du côté des entreprises. C'est pourquoi nous avons choisi d'examiner dans notre dossier du mois les conséquences comptables et sociales pour les entreprises de l'absence de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Nous le ferons dans quelques instants avec deux experts dans ces domaines. Tout d'abord, Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG, et Xavier Carcin, directeur au sein de KPMG Avocats. Mais avant cela, Laurent, voici le journal de la rédaction. Le journal. À la une aujourd'hui dans l'actualité réglementaire, d'abord, nous avons noté la publication du rapport de l'autorité des marchés financiers sur le gouvernement d'entreprise et sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées. Dans l'actualité comptable internationale, ensuite, les amendements à IFRS 9 et IFRS 7 liés au contrat d'achat d'électricité, encore appelé PPA. Enfin, dans l'actualité extra-financière, la publication par l'EFRAG de la norme VSME pour Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-Listing Small and Medium Entities. Et puis, comme de coutume, nous ferons en fin de journal le tour des publications qui nous semblent indispensables à nos auditeurs et à nos auditrices. Ouvrons ce journal avec l'actualité réglementaire. Comme tous les ans, l'autorité des marchés financiers a publié en décembre, Laurent, son rapport sur le gouvernement d'entreprise et sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. En effet, Hélène, le 3 décembre dernier, l'AMF a publié son rapport annuel qui a pour vocation, rappelons-le, d'identifier les évolutions récentes en matière de gouvernance à partir des principales actualités législatives et réglementaires, européennes et françaises, notamment cette année la directive Women on Boards ou la loi Attractivité, mais aussi de dresser des constats sur la base des informations publiées à la fois par les sociétés cotées et par les conseillers en vote. Et donc, sur le fond, que dit ce rapport ? Sur le fond, des progrès notables ont été observés en matière d'évaluation du fonctionnement et de la composition du conseil, même si certains points méritent une attention particulière des sociétés cotées afin d'améliorer le dialogue actionnarial. L'indépendance des administrateurs reste également un sujet majeur. En outre, l'AMF appelle le HCGE à se saisir de la question de la conformité au code AFEP-MEDEF des rémunérations de rétention sans condition de performance. Par ailleurs, l'autorité appelle les sociétés à fournir des informations sur les mesures qu'elles mettent en place pour atteindre, à partir du 1er mars 2026, l'objectif de parité de 30% au niveau des instances dirigeantes fixées par la loi Rixin. Enfin, une quinzaine de sociétés cotées sur le marché réglementé ont nommé un président d'honneur qui se voit parfois confier, au-delà d'un titre honorifique, des missions très diverses. L'AMF recommande ainsi aux sociétés de s'assurer que les présidents d'honneur, qui ne seraient pas administrateurs, soient informés de l'état de la réglementation relative aux abus de marché. Voilà pour l'essentiel sur ce qu'il faut retenir, Hélène, de ce rapport 2024. Et ceux qui souhaitent en savoir plus, ils le retrouveront sur le site de l'AMF. Poursuivons, Laurent, avec l'actualité comptable internationale et les Power Purchase Agreements, encore appelés PPA. Oui, Hélène, ISB vient de publier les amendements à IFRS 9, IFRS 7, liés au contrat d'achat d'électricité, également appelé PPA. Sans surprise, les modifications intègrent des clarifications liées à l'application de l'exception unuse, propre au PPA, des modifications relatives à la comptabilité de couverture pour les vendeurs et acheteurs de PPA, mais aussi de nouvelles informations en annexe requises pour certains PPA. Ceci étant dit, même si ces amendements devraient permettre à de nombreux contrats de bénéficier de l'unuse exception, il convient toutefois d'exercer son jugement, car cela ne signifiera pas non plus qu'une comptabilité unuse pourra s'appliquer dans tous les cas.
La date d'application de ces amendements est prévue pour le 1er janvier 2026, avec une application anticipée possible, a priori pour les clôtures semestrielles 2025, compte tenu du délai d'adoption par l'Union européenne. Et les discussions relatives à ces amendements et à leur portée dans des situations rencontrées en pratique devraient se poursuivre et nous vous en tiendrons bien entendu informés dans nos prochaines éditions. Finissons notre tour d'horizon avec l'actualité extra-financière. L'EFRAG a publié quelques jours avant Noël, le 17 décembre dernier, la norme VSME. Cet acronyme signifiant Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-Listing SME. À qui s'adresse cette norme, Laurent, même si quand on écoute son nom, on a un peu déjà la réponse? Tout à fait. Elle s'adresse aux PME non cotées qui ne sont pas dans le périmètre de la CSRD, mais qui pourraient être intéressées ou encouragées par des parties prenantes à appliquer un niveau minimum d'exigence en matière de durabilité. Cette norme est donc d'application volontaire, avec l'ambition, vous l'aurez compris, de faire en sorte qu'un maximum d'entreprises s'engagent sur le sujet de la transition. Cette norme couvre-t-elle, Laurent, les mêmes thématiques que les ESRS pour les grandes entreprises? Oui, mais de façon très proportionnée. La norme VSME propose d'ailleurs 2 paliers d'informations à publier, un module basique et un module complet. Autre spécificité notable, la norme VSME ne contient pas d'analyse de double matérialité. Et pour assurer une bonne prise en main de cette norme, l'EFRAG proposera prochainement des outils et guidance pour les entreprises. Et nous aurons l'occasion de revenir à ce micro plus précisément sur ce sujet. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications récentes que nous recommandons à nos auditeurs et à nos auditrices? Dans la playlist de ce mois-ci, je leur recommande, en cette période de clôture comptable, d'écouter ou de réécouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr la matinale du 15 octobre dernier, dédiée à la clôture 2024. Je leur conseille également de lire le traditionnel numéro d'IFRS en bref, le Q&A de KPMG sur la modernisation des états financiers, qui présente les principales incidences du règlement ANC, l'application obligatoire, rappelons-le, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, mais aussi les nouvelles FAQ publiées par la Commission européenne sur la taxonomie durable, la publication par les FRAG de 67 nouvelles Q&A sur les ESRS, portant ainsi leur nombre total à 162. La plupart de ces nouvelles questions concernent des sujets transversaux tels que les dispositions transitoires, l'incorporation par référence, le traitement des points de données jugés non matériels, ainsi que les sujets liés à l'environnement. Toutes ces publications sont disponibles sur kpmg.fr. Ce journal se termine et nous vous retrouvons dans un instant avec nos 2 invités. Le dossier du mois. Le 4 décembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure engageant la responsabilité du gouvernement Barnier. Conformément à la Constitution, le Premier ministre a présenté le 5 décembre sa démission au président de la République. Cette situation, Laurent, a suspendu l'adoption de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui n'ont donc pas pu être entérinées au 31 décembre 2024. Oui, Hélène, et cette situation génère de nombreuses incertitudes pour les entreprises. C'est pourquoi nous avons choisi d'examiner les conséquences comptables et sociales de l'absence de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avec 2 experts dans ces domaines. Tout d'abord, Emmanuel Paré, associé et directeur de la doctrine comptable de KPMG, et Xavier Carcin, directeur au sein de KPMG Avocats. Alors, dans ce contexte exceptionnel que je viens d'expliquer, une loi spéciale, Laurent, a été votée le 18 décembre afin de garantir la continuité de la vie nationale et aussi de garantir le fonctionnement régulier des services publics à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, Hélène, nous le savons, de nombreuses entreprises clôturent leurs comptes au 31 décembre. Il convient donc de s'interroger sur la comptabilisation de l'impôt courant et des impôts différés en l'absence de loi de finances pour 2025 et au regard de cette loi spéciale, que ce soit en comptabilité française ou en norme IFRS. C'est la première question que nous avons posée à Emmanuel Paré. Pour le calcul de l'impôt courant et des impôts différés au 31 décembre 2024, IAS 12 requiert d'utiliser des taux votés ou quasi votés à la date de clôture. En règle française, l'article 515.1 du plan comptable général prévoit que le taux d'impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture. Ainsi, que ce soit dans le référentiel comptable international ou français, pour l'établissement des comptes en date du 31 décembre 2024, il ne sera pas possible de tenir compte de mesures fiscales qui pourraient être adoptées en 2025.
En tout état de cause, s'agissant du taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui, rappelons-le, a été voté en 2022 pour les exercices futurs, celui-ci reste en vigueur. Il est fixé à 25%. En y ajoutant la contribution sociale à l'IS, le taux d'imposition global s'élève donc toujours à 25,825%. Et c'est ce taux qui, pour l'instant, doit être utilisé tant pour la charge d'impôt courant que pour les impôts différés. Notez par ailleurs que pour les groupes concernés, l'absence de loi de finances pour 2025 ne remet pas en cause l'entrée en vigueur de pilier 2 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. La top-up tax introduite par cette réforme sera donc comptabilisée en impôt courant et son montant mentionné en annexe, tout comme l'application de l'exemption temporaire et obligatoire de comptabilisation des impôts différés au titre de cet impôt complémentaire. Toutefois, Laurent, la session parlementaire devrait reprendre d'ici quelques jours et avec elle les discussions sur la loi de finances pour 2025. C'est vrai, et donc sous l'hypothèse que cette loi de finances pour 2025 soit votée avant l'arrêté des comptes, comment les entreprises devront-elles traiter les changements induits par cette nouvelle loi de finances, que ce soit en comptabilité française ou en norme IFRS? C'est ce que nous avons souhaité savoir auprès du directeur de la doctrine comptable de KPMG. Si la loi de finances pour 2025 est votée entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, cet événement sera à traiter comme un événement postérieur à la clôture qui n'ajuste pas les états financiers. Le paragraphe 88 d'IAS 12 et l'article 515.1 du plan comptable général requièrent toutefois que des informations pertinentes soient communiquées en annexe. À ce titre, les entreprises devront fournir une information sur les effets significatifs qui découlent des modifications introduites par la loi de finances 2025 sur l'impôt courant ainsi que sur les impôts différés. Tout va dépendre des dispositions qui seront votées, mais on pense ici notamment aux effets cash attendus d'une nouvelle éventuelle surtaxe d'IS à venir et aux impacts des nouvelles mesures sur la position des impôts différés. Nous avons posé toujours la même question à Emmanuel Paré, mais cette fois-ci sous l'hypothèse que les discussions budgétaires autour de la loi de finances 2025 aboutissent seulement après l'arrêté des comptes. Il nous répond. Dans le cas où la loi serait votée après la date d'arrêté des comptes, les états financiers de la clôture concernée ne seront en général ni modifiés ni complétés. Les conséquences de la loi de finances 2025 n'affecteraient donc essentiellement que la période subséquente, sauf, on ne peut l'exclure, dans des circonstances particulières, à vouloir procéder à un nouvel arrêté des comptes qui, dans tous les cas, ne pourrait conduire qu'à l'ajout d'informations en annexe, sans toutefois modifier le bilan et le compte de résultat, comme nous venons de l'évoquer. Toutefois, si les enjeux sont jugés suffisamment significatifs pour les investisseurs et en fonction de l'état d'avancement des travaux législatifs, même si la loi n'a pas encore été formellement votée avant la date d'arrêté des comptes, on pourrait envisager de communiquer des informations pertinentes en annexe. Mais en écoutant Emmanuel Paré, on peut se dire, Laurent, que ce contexte budgétaire exceptionnel pourrait soulever d'autres problématiques comptables. En effet, Hélène, c'est pourquoi nous lui avons aussi demandé si d'autres points comptables sont à porter à l'attention de nos auditeurs au regard de ce contexte budgétaire exceptionnel. Pas spécifiquement. En ce qui concerne la clôture 2024, il convient avant tout pour les entreprises de suivre l'évolution de la situation et d'être prêtes à communiquer en annexe les informations requises dans le cas où la loi de finances serait votée avant la date d'arrêté des comptes. Plus généralement, une fois les dispositions de la loi votées, pour les clôtures suivantes et notamment les prochains arrêtés intermédiaires, il conviendra d'en analyser les dispositions pour en tirer toutes les conséquences. À très court terme, les entreprises devront donc rester vigilantes tout au long du parcours législatif de la loi de finances 2025 et en tenir compte dans leurs états financiers 2024 si nécessaire. La motion de censure, déposée, comme je disais il y a quelques instants, le 4 décembre 2024, a également suspendu, Laurent, l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En effet, il nous a donc paru indispensable d'examiner les principales conséquences de l'absence de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 avec Xavier Carcin de KPMG Avocat. Il nous explique les impacts de ce vide juridique sur les entreprises en ce début d'année.
En matière de sécurité sociale, la loi de financement a une nature différente de la loi de finances, puisqu'elle ne fixe pas le budget de la sécurité sociale, mais simplement des objectifs de dépenses et des prévisions de recettes. L'absence de texte ne remet en cause ni le service des prestations sociales, ni le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle la loi spéciale ne comporte aucune disposition sur ces sujets et se borne, en matière de sécurité sociale, à autoriser les organismes de sécurité sociale à emprunter sur les marchés financiers. Les prestations et cotisations sociales continuent donc d'être perçues sur la base des textes en vigueur. Les réformes prévues pour 2025 est déjà votées. Je pense notamment ici à l'importante réforme de l'assiette de cotisation des travailleurs indépendants, sont entrées en vigueur au 1er janvier. Cette relative stabilité n'est pas pour autant confortable pour les entreprises qui restent dans l'expectative quant au montant des contributions et cotisations sociales qui seront réellement mises à leur charge en 2025. Ainsi, par exemple, en l'absence de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025, les arrêtés nécessaires à la détermination des taux de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle, qui varient selon l'activité et le risque de chaque établissement, n'ont pas pu être publiés. Par conséquent, la sécurité sociale a indiqué que les taux de cotisation 2024 continuent à s'appliquer. Les entreprises connaîtront donc le montant réel de leur cotisation AT-MP qu'après l'adoption d'une loi de financement de la sécurité sociale. De manière plus générale, la situation actuelle des finances sociales pourrait conduire à une remise en cause de certaines exonérations ou à des augmentations de cotisations que les entreprises ne sont pas, pour l'instant, en mesure d'anticiper. Cette situation d'incertitude est donc néfaste, Laurent, pour les entreprises, et il est important qu'une loi de financement de la sécurité sociale intervienne le plus rapidement possible. Oui, mais heureusement, si je puis dire, la session parlementaire reprend cette semaine et avec elle les discussions autour du financement de la sécurité sociale en 2025. Quels sont les scénarios envisageables? C'est ce que nous avons demandé à Xavier Carsin. Le nouveau gouvernement est entré en fonction pendant la période des fêtes de fin d'année et la déclaration de politique générale a lieu aujourd'hui. Aucune annonce n'a pour le moment été faite quant à la date de présentation et au contenu potentiel du nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale. On sait simplement que des rencontres ont eu lieu depuis le début de l'année entre les ministres de la Santé et des Comptes publics et les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat pour tenter de dégager des compromis. On peut se demander si le nouveau gouvernement va repartir d'une page blanche ou s'il va repartir du projet de loi établi par le précédent qui avait donné lieu à un accord en commission mixte paritaire avant d'entraîner la censure. À l'aune de ces rencontres de début d'année, on pourrait se demander, Hélène, si certaines nouvelles mesures sociales emblématiques pourraient voir le jour dans la loi de financement de la sécurité sociale 2025, version Bayrou. C'est la question que nous avons posée à Xavier Carsin. Nous ne disposons à l'heure actuelle d'aucune information. La seule chose dont on peut être certain est que des efforts seront demandés aux professionnels de santé, aux assurés sociaux et aux entreprises pour, d'une part, diminuer les dépenses et d'autre part, augmenter les recettes de la sécurité sociale. Toute la question est de connaître l'ampleur et la répartition des efforts qui seront demandés à chacun. L'un des défis du nouveau gouvernement sera de trouver un équilibre entre trouver de nouvelles recettes, impliquant une augmentation des charges pour les entreprises, et ne pas fragiliser leur situation dans un contexte économique particulièrement incertain. À cet égard, la principale mesure du précédent projet visant les entreprises concernait les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires. Aujourd'hui, celles-ci bénéficient d'une réduction générale de cotisations patronales jusqu'à 1,6 SMIC, de taux réduits de la cotisation assurance maladie jusqu'à 2,5 SMIC et de la cotisation famille jusqu'à 3,5 SMIC. Le projet initial prévoyait une baisse significative et progressive de ces différents allègements de cotisations en 2025 puis en 2026. L'effort demandé aux entreprises d'un montant initial de 4 milliards d'euros avait finalement été réduit à 1,6 milliard. Il faudra donc regarder si ce dispositif de baisse des exonérations est maintenu, ce qui paraît probable, et surtout, quelle sera l'ampleur de cette baisse. Au regard de ce contexte budgétaire exceptionnel et même historique, on peut imaginer, Laurent, que d'autres points en matière sociale soient structurants pour les entreprises. Tout à fait. Selon Xavier Carsin, plusieurs sujets méritent en effet l'attention des entreprises. On l'écoute. Je signalerai 3 points importants. Le premier concerne l'assurance chômage. Sur ce point, les partenaires sociaux ont repris la main et ont conclu une nouvelle convention d'assurance chômage le 15 novembre 2024. Cette nouvelle convention a été agréée par le Premier ministre le 19 décembre et est entrée en vigueur. La convention prévoit des évolutions s'agissant de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Elle prévoit ainsi notamment des aménagements s'agissant des plus âgés d'entre eux,
afin de prendre en compte le recul de l'âge de la retraite. Cette convention d'assurance chômage baisse de 0,05% la contribution des employeurs, qui sera ramenée au taux de 4% à compter du 1er mai 2025. Le deuxième point important concerne 2 projets de décret préparés par le gouvernement Barnier, dont l'adoption avait été suspendue à la suite de sa démission. Le premier projet prévoit une baisse importante de l'aide accordée aux entreprises qui recrutent un apprenti. Cette aide était jusqu'alors de 6 000 € pour toutes les entreprises. Le ministère du Travail vient de confirmer une diminution à compter du 1er janvier 2025 à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et à 2 000 € pour les autres. L'économie pour l'État et la charge corrélative pour les entreprises devraient être d'1 milliard d'euros en 2025. Un second projet de décret envisage de diminuer le plafond des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail de 1,8 à 1,4 SMIC. S'il devait être adopté, ce décret, qui permettrait à la sécurité sociale d'économiser plus de 600 millions d'euros par an, aura des répercussions pour les entreprises qui sont tenues de maintenir temporairement la rémunération des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté, en leur versant une indemnisation complémentaire. Xavier Carsin a souhaité, Hélène, évoquer un 3e sujet d'importance en matière sociale susceptible d'intervenir en 2025. Le 3e sujet est toutefois un peu moins immédiat que les 2 précédents que je viens d'évoquer. Il concerne les suites qui seront données à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des salariés expérimentés, conclu par les partenaires sociaux le 14 novembre 2024. Cet accord prévoit notamment le renforcement du dialogue social sur l'emploi des seniors au sein des branches, la création d'un contrat de valorisation de l'expérience destiné aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans, la mise en place d'un temps partiel de fin de carrière, le renforcement de l'attractivité du cumul emploi-retraite, enfin et surtout la facilitation de la retraite progressive en permettant son ouverture dès 60 ans et 150 trimestres de cotisation, soit 37 années et demie. Le gouvernement s'était engagé à présenter un projet afin de transposer cet accord dans la loi. Cette transposition, présentée par certains syndicats signataires comme un premier aménagement important de la réforme des retraites, constitue l'un des chantiers sociaux majeurs du gouvernement pour 2025. Un chantier qu'il conviendra donc de suivre avec attention. Dès la fin décembre, François Bayrou, tout nouveau Premier ministre, a annoncé vouloir reprendre les discussions sur la réforme des retraites. Oui, en ce début 2025, ce sujet sensible est de nouveau au cœur des discussions. Où en est-on aujourd'hui et surtout où va-t-on ? C'est la dernière question que nous avons posée à Xavier Carsin, étant précisé que le nouveau Premier ministre prononce son discours de politique générale aujourd'hui. Il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Le Premier ministre n'a annoncé aucune mesure. Il a refusé à l'heure actuelle de suspendre la réforme de 2023 et souhaite l'ouverture d'une concertation sur le sujet. Il a invité les partis politiques et les partenaires sociaux à présenter des solutions alternatives à condition que celles-ci ne conduisent pas à une aggravation du déficit du régime d'assurance vieillesse. Là encore, les marges de manœuvre sont étroites et il faut plutôt s'attendre à des ajustements qu'à une remise en cause de la réforme. On vient de voir à cet égard que l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors prévoyait un élargissement important de la retraite progressive. La présentation d'un projet de transposition de cet accord pourrait donc être un véhicule permettant d'amender ou de compléter la réforme de 2023. La réforme des retraites est donc un sujet plus que jamais sensible sur lequel des évolutions majeures sont susceptibles d'intervenir très rapidement. Et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés sur nos ondes. Une dernière information d'importance, nous n'avons pas abordé dans ce dossier du mois les conséquences fiscales de l'absence de loi de finances pour 2025, mais Marie-Pierre Haut et Vincent Berger de KPMG Avocats nous en avaient déjà parlé dans les fiscales du 20 décembre 2024, une émission disponible dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le mardi 4 février prochain pour une nouvelle matinale. À bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.